Un nouveau monde est sur le point de naître de vos choix. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la création de nouvelles histoires et suivre chaque chapitre de cette aventure. On continue? La brume matinale, légère et épaisse, s'insinuait lentement dans les ruelles d'Annecy, dans l'est de la France, comme pour dissimuler les détails qui révélaient le calme paradoxal de cette ville touristique. Pour ses habitants, pourtant, Annecy portait des cicatrices invisibles, des histoires que les eaux bleues et scintillantes du lac ne pouvaient effacer. Parmi elles, une persistait telle une ombre silencieuse, la disparition de Mathieu Lavigne, 15 ans plus tôt. À cette époque, Mathieu n'avait que 19 ans. Fils d'un horloger renommé, il avait grandi en aidant son père à démonter de minuscules aiguilles et rouages, comprenant très tôt que tout dans le monde fonctionnait par cycle, même le chaos. Il disparut une nuit d'été sans laisser de traces. Pas de billets, pas d'explication, pas de témoins. Une disparition trop propre pour un jeune homme ordinaire, trop troublante pour avoir été préméditée. La police enquêta, des amis le cherchèrent, la famille suffoquait. Et puis, les recherches ne furent plus que des souvenirs, comme le tic-tac silencieux de la boutique que son père, déjà âgé, maintenait ouverte par pure obstination. Aujourd'hui, pourtant, l'histoire ne commence pas avec Mathieu, mais avec Claire Dubois, 29 ans, détective privée fraîchement arrivée à Annecy. Claire était une professionnelle qui ne faisait pas de promesses. Elle tenait ses engagements. Elle venait de Marseille, où son travail de recherche de personnes disparues était devenu presque une vocation après la mort de son propre frère, victime d'une affaire non résolue. Elle avait appris que certaines histoires devaient être rouvertes, même lorsque les personnes impliquées tentaient de les oublier. Mais Claire n'était pas en ville pour Mathieu, du moins pas au départ. Elle avait été engagée pour enquêter sur la disparition d'un homme d'affaires qui avait détourné des fonds de sa propre société et pris la fuite, laissant derrière lui dettes et trahison. L'affaire semblait simple: localiser l'homme, confirmer sa cachette et transmettre l'information à l'avocat de la famille. Rien de plus. L'après-midi de son arrivée, elle parcourut le vieux quartier, observant les bâtiments de pierre et de bois qui semblaient défier le temps. Elle s'arrêta à la terrasse d'un café près du canal et relut le dossier. L'homme d'affaires s'appelait Julien Marchand, 43 ans, connu pour son charme factice et ses promesses vaines. La dernière personne à l'avoir vu avant sa fuite était son associé, un homme trop nerveux pour inspirer confiance. En consultant le dossier, quelque chose attira son attention. Dans l'enveloppe contenant les photos et les documents se trouvait une image supplémentaire, apparemment glissée là par erreur, une vieille photographie jaunie d'un jeune homme aux yeux clairs et à l'air grave. En dessous, un nom écrit au stylo: Mathieu Lavigne. Claire fronça les sourcils. Cela n'avait aucun sens. Elle ne travaillait jamais sur d'anciens dossiers sans qu'on le lui demande, et elle ne mélangeait jamais les fichiers. Elle chercha d'autres détails dans l'enveloppe. Rien. Aucune note, aucune explication. Juste cette photo oubliée, comme si elle attendait d'être retrouvée. Ce qui était étrange, cependant, c'était cette soudaine impression de familiarité. Comme si elle avait déjà vu ce visage dans un dossier, un article de presse, une liste de personnes disparues. Il glissa la photo dans la poche intérieure de sa veste et poursuivit son chemin. Il avait du travail. Le lendemain matin, Claire décida de se rendre dans l'ancienne entreprise de Julien Marchand pour recueillir des témoignages. Les employés parlaient peu, encore moins lorsqu'ils sentaient qu'ils risquaient de compromettre quelqu'un. Mais c'est Élise, une comptable d'âge mûr, qui lui apporta le premier véritable indice. Tout en jouant nerveusement avec ses cheveux courts, elle raconta que Julien se comportait étrangement depuis des mois et qu'il appelait fréquemment un numéro inconnu, quittant toujours son bureau pour répondre. Il a dit qu'il n'était qu'un vieil ami. Mais cela ne ressemblait pas à de l'amitié, a-t-elle révélé. Cela ressemblait plutôt à de la peur. Claire a tout noté. Elle a demandé des nouvelles de son ami. Élise a hésité avant de répondre. Je n'ai jamais entendu ce nom. Je sais seulement que Julien l'appelait ainsi, le fantôme. Le fantôme. C'était le genre de surnom qui soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses.
En quittant le bureau, Claire s'arrêta sur le trottoir, observa l'agitation et prit une profonde inspiration. Jusque-là, l'affaire lui avait paru être une simple disparition opportune, celle de quelqu'un cherchant à échapper à ses responsabilités. Mais la mention d'un fantôme et la mystérieuse photo dans l'enveloppe créaient déjà une situation trop troublante pour être ignorée. Elle décida qu'il valait mieux comprendre l'histoire de Mathieu avant d'aller plus loin. Si quelqu'un avait placé cette photo dans son dossier, elle voulait qu'elle la voie. Et dans son travail, les coïncidences étaient le déguisement préféré de la vérité. Il passa l'après-midi dans les bibliothèques, les archives locales et à discuter avec les habitants de longue date. L'histoire de Mathieu refit surface par fragments comme les morceaux d'une plaie ouverte. C'était un garçon calme, mais trop intelligent. La famille a beaucoup souffert. Il a disparu de nulle part. La police n'a jamais rien trouvé. Certains disent qu'il s'est enfui. D'autres disent qu'il a été enlevé. Mais le commentaire le plus étrange est venu d'un pêcheur retraité qui passait ses après-midi sur les rives du lac. Les jeunes qui disparaissent ne sont pas aussi effrayants que ceux qui reviennent, a-t-il déclaré. Parce que lorsqu'ils reviennent, ils reviennent différents. Claire le fixa du regard, mais l'homme sourit, feignant la superstition. L'enquêteur, cependant, savait reconnaître le sérieux d'une personne. Il faisait déjà nuit lorsqu'elle rentra enfin à l'hôtel. Elle jeta sa veste sur la chaise et sortit la photo de Mathieu de sa poche. Ce visage grave, ce regard clair, cette posture rigide. L'image semblait avoir été prise à la hâte, comme si elle n'était pas destinée à être conservée, mais plutôt à être oubliée. Mais il y avait une chose que je n'avais jamais vue auparavant, un détail. À l'arrière-plan de la photo, presque effacé, se trouvait un panneau de signalisation, petit, de travers, mais lisible, rue des Moulins. Une rue à seulement 5 minutes du café où il se trouvait la veille au matin. Claire se leva immédiatement, car une histoire vraie commence ainsi. Lorsqu'un élément qui devrait être perdu réapparaît exactement là où il ne devrait pas. Et à ce moment-là, elle ne savait qu'une chose. Mathieu n'était pas seulement une personne disparue. Il était la clé de quelque chose de bien plus important. Quelque chose qui, après 15 ans, commençait enfin à bouger. Annecy semblait une autre ville lorsqu'on l'observait avec un regard d'enquêtrice. Pour les touristes, c'était une image de carte postale, eau cristalline, château Renaissance et café accueillant. Pour Claire, en revanche, c'était un labyrinthe de secrets tus, où chaque porte dissimulait des souvenirs que l'on préférait oublier. Plus elle avançait dans l'enquête, plus elle comprenait que la ville avait une façon bien particulière de préserver les choses et de les protéger. Après avoir découvert la rue mentionnée sur la photo, Claire comprit que connaître le passé de Mathieu était essentiel. Il ne suffisait pas de comprendre sa disparition. Elle devait comprendre qui il était avant de s'évaporer. Elle commença par se rendre dans l'ancienne boutique d'horlogerie de la famille Lavigne, un établissement étroit qui avait traversé les âges comme une pièce de collection. À son entrée, une clochette métallique tinta, annonçant sa présence. Un parfum d'huile et de bois ciré flottait dans l'air, mêlé au tic-tac mécanique de plusieurs horloges au rythme discordant. Derrière le comptoir, un homme aux cheveux blancs, Henri Lavigne, le père de Mathieu, leva lentement la tête. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix rauque mais ferme. Claire présenta sa carte professionnelle, sans donner plus de détails. Henri la regarda d'un air fatigué, comme quelqu'un qui avait déjà reçu tant de visiteurs, porteur de promesses, mais peu de réponses. « On n'en parle plus », a-t-il prévenu d'emblée, devinant le sujet avant même qu'elle ne l'évoque. Policier, journaliste, badaud, rien n'a changé. Elle savait qu'elle devait éviter les questions directes. Dans ce genre de cas, la persévérance menait à des impasses, pas à des aveux. « J'enquête sur une affaire qui pourrait indirectement concerner votre fils, » dit-il calmement. « Je ne suis pas là pour rouvrir de vieilles blessures. Je suis là pour comprendre un élément d'information qui a émergé au cours d'une autre enquête. » Henri fronça les sourcils. Ses doigts calleux agrippèrent le bord du comptoir. « Quel fragment »
Claire a montré la photo. L'homme a pâli. Elle observa attentivement. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la surprise. Peut-être de la peur. Il y avait là quelque chose qu'il ne s'attendait pas à revoir. Cette photo, murmura-t-il en s'approchant pour l'examiner, elle a été prise quelques mois avant la disparition de Mathieu. Sais-tu où se trouvait cette rue? Demanda Claire. Henri hésita, puis il désigna la fenêtre. À 2 pâtés de maison d'ici. Cette information ne la surprit pas. Ce qui l'intrigua, c'était la façon dont il évitait de regarder l'arrière-plan de la photo, comme s'il y avait quelque chose qu'il préférait ignorer. « Votre fils avait-il des ennemis, des problèmes, des dettes ?» demanda-t-il. Henri secoua la tête. Rien de tout ça. Mathieu était réservé. Il avait peu d'amis, mais il était gentil et responsable. La seule chose étrange, c'était... Il s'interrompit, avalant sa salive avec difficulté. Claire s'approcha discrètement, l'encourageant à continuer. Quelques semaines avant sa disparition, il a dit qu'il devait rencontrer quelqu'un. Il n'a jamais dit de qui il s'agissait. Il a seulement dit « C'est important, papa, je vais aider quelqu'un ». L'enquêtrice fixa son regard sur lui. « Pensiez-vous qu'il était en danger ?» Henri a mis quelques secondes à répondre. « Je pense qu'il savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. » Ce genre de phrase revenait toujours lorsqu'une affaire prenait une tournure plus complexe. Mais, prononcée dans le silence de cette boutique, elle semblait avoir une toute autre signification. En sortant de chez l'horloger, Claire se dirigea vers la rue des Moulins, où la photo avait été prise. La rue était étroite, bordée de vieux immeubles, mais ce qui attira le plus son attention fut la façade abandonnée d'un ancien entrepôt industriel. Un lieu idéal pour des rendez-vous discrets ou des disparitions. En inspectant les lieux, il remarqua des caméras récemment installées sur des poteaux rénovés. Ces caméras étaient trop modernes pour un vieux quartier. Sans doute faisaient-elles partie d'un récent projet de surveillance municipale. Mais cela ne permettait pas de comprendre les événements survenus 15 ans plus tôt. Quoi qu'il en soit, Claire a suivi son intuition et a décidé de retracer les liens entre Julien Marchand et ce lieu. Elle est retournée à l'hôtel et a recoupé les informations. Anciennes entreprises, associés, liens familiaux, relevés bancaires, et une découverte inattendue a émergé. Julien avait eu un associé, Étienne Moreau, qui habitait dans ce quartier, rue des Moulins. Il était décédé dans des circonstances mystérieuses 1 an seulement après la disparition de Mathieu, officiellement qualifié d'accident domestique, sans enquête approfondie. Ce n'était pas une coïncidence. Claire y décelait des schémas récurrents. 2 personnes qui se connaissaient peut-être, une disparition, une mort subite, et maintenant Julien en fuite. Il était possible que ces 3 affaires soient liées par des conversations, des décisions ou des découvertes passées. En fin d'après-midi, avant que le soleil ne disparaisse derrière les montagnes, Claire se rendit chez Étienne. Sa femme, Madame Moreau, y vivait encore. Femme à la forte présence, son regard trop direct pour quelqu'un qui avait perdu son mari, elle ouvrit la porte, un foulard dans les cheveux, l'air d'un mélange de courtoisie et de méfiance. « Madame Moreau, j'enquête sur une affaire concernant votre défunt mari et un homme nommé Julien Marchand, » expliqua Claire. « J'aimerais vous poser quelques questions rapides. »« Étienne n'a rien à voir avec Julien, » a-t-elle répliqué aussitôt sur la défensive. Ils ne se sont pas parlé depuis des années. Mais Claire remarqua le tremblement des doigts de la femme qui tenait la porte. Les mensonges tremblent, les vérités, elles, ne tremblent pas. « Et Mathieu Lavigne ?» a-t-il demandé. La réaction fut instantanée. Le regard de Madame Moreau vacilla. Elle tenta de le dissimuler, mais son émotion était manifeste. « Je ne sais pas. » Claire ne protesta pas. Elle la remercia et s'éloigna, tout en continuant d'observer discrètement à distance. Quelques minutes plus tard, Madame Moreau sortit précipitamment, traversa la rue et entra dans le vieil entrepôt industriel abandonné. Le même endroit que sur la photo. Le même endroit où Mathieu se trouvait peu avant sa disparition. À ce moment-là, Claire comprit une chose. Cette femme cachait quelque chose d'important, quelque chose de dangereux. Quand Madame Moreau partit, elle verrouilla la porte en 2 tours de clé et disparut au bout de la rue. Claire s'approcha de l'entrée et examina la serrure. Neuve, récemment changée,
Rien de fortuit, et de l'intérieur, elle entendit le son, faible, métallique, répétitif, comme si quelque chose bougeait, ou quelqu'un. Il était trop tôt pour forcer la porte. Elle avait besoin de preuves, pas de suppositions, mais une certitude grandissait silencieusement en elle. Le fantôme que Julien craignait pourrait être vivant. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes qui entourent Annecy, Étienne Morel, photographe français connu pour ses reportages sur les gens ordinaires, reçut un courriel inattendu. Il était en train de revoir des images pour une exposition lorsqu'il remarqua une notification dans sa boîte de réception. « Urgent, je dois vous parler d'une disparition survenue il y a 15 ans. » L'expéditeur était Hugo Lambert, un journaliste d'investigation qu'Étienne n'avait pas vu depuis près de 10 ans. Hugo était réputé pour son don pour les histoires invraisemblables. S'il envoyait ce message, c'est qu'un événement majeur allait se produire. Étienne ouvrit le message, intrigué. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase et une photo floue en pièces jointes. « Je crois avoir trouvé quelqu'un que le monde entier croit mort. » L'image était de mauvaise qualité, visiblement prise de loin. Mais ce qui attira l'attention d'Étienne fut le visage partiellement éclairé. Un homme mince, à la barbe courte, marchant dans une rue étroite, vêtu d'un simple manteau marron. Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose de familier, comme s'il était pris entre deux mondes. Hugo insista. Il pouvait s'agir de Julien Marchand, l'homme disparu 15 ans auparavant. Étienne prit une profonde inspiration. Il se souvenait parfaitement de l'affaire. En 2010, Julien était un étudiant exemplaire, calme et bienveillant, doté d'un talent exceptionnel pour les mathématiques. Sa famille vivait à Lyon et lorsqu'il disparut, toute la France suivit le drame. La presse le surnommait « le jeune prodige disparu ». Aucune lettre, aucune trace de lutte, aucun relevé bancaire, aucun indice permettant d'expliquer sa fuite ou son enlèvement. L'affaire tomba dans l'oubli, mais elle ne fut jamais oubliée. À la vue de cette image, Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si c'était vraiment Julien, cela signifiait que tout le récit construit au fil des années était faux. Et plus encore, cela signifiait que Julien lui-même avait réussi à échapper à la traque. Sans hésiter, Étienne répondit au courriel et organisa une rencontre le lendemain à Chambéry, où Hugo séjournait. Il ne dormit presque pas. La possibilité de résoudre une énigme pareille raviva une flamme qu'il croyait éteinte. Le lendemain matin, dans un café modeste près de la gare, ils se retrouvèrent. Hugo paraissait plus fatigué, avec de profondes cernes et une expression tendue, mais ses yeux brillaient de cette lueur si particulière lorsqu'il est confronté à un grand enjeu. « Avez-vous vu la photo ?» demanda-t-il sans même saluer. « Je l'ai vue, mais êtes-vous sûr que c'est lui ?» demanda Étienne. Hugo ouvrit sa mallette et étala plusieurs photos imprimées sur la table. Elles dataient de différents jours, heures et angles, toutes discrètement prises à Villars-sur-Glâne, petite ville à la frontière franco-suisse. L'homme semblait toujours sur ses gardes, comme s'il vivait dans la crainte d'être suivi. « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, » admit Hugo. « Mais j'ai comparé ces photos avec de vieilles photos de Julien. La structure du visage, sa démarche, même une petite marque près de son oreille droite, tout correspond. » Étienne examina attentivement les images. Impossible de l'ignorer. Cela ressemblait vraiment à Julien. Cependant, ce qui troublait le plus le photographe, c'était que l'homme était toujours seul, toujours à regarder autour de lui. « Si c'est lui, pourquoi n'est-il pas revenu ?» murmura Étienne. Hugo croisa les bras, perdu dans ses pensées. « C'est ce que nous devons découvrir. » Les deux hommes décidèrent de partir immédiatement. Étienne emporterait son matériel discret, idéal pour les prises de vue à longue distance. Hugo se chargerait des itinéraires et des horaires. 10 heures plus tard, ils étaient à Villars-sur-Glâne, où ils logeaient dans une petite auberge. Pendant les 3 jours suivants, Étienne et Hugo suivirent l'homme en silence. Son rituel était presque mécanique.
Il se levait tôt, se rendait à pied à la boulangerie, achetait toujours les mêmes 2 miches de pain, puis allait dans un manoir abandonné à la périphérie de la ville. Il repartait en fin d'après-midi, retournait au centre et disparaissait au bout d'une impasse. Le 4e jour, quelque chose attira leur attention. L'homme entra dans une pharmacie, mais n'acheta rien. Il échangea seulement quelques mots avec la pharmacienne, la laissant visiblement tendue. Hugo et Étienne observaient discrètement la scène depuis le trottoir d'en face. « Nous devons lui parler, » dit Hugo. Ce soir-là, à la fermeture de la pharmacie, ils ont abordé la femme, qui était d'abord effrayée. « Nous ne voulons pas d'ennui, » l'assura Étienne. « Nous avons juste besoin de savoir qui est l'homme qui était ici aujourd'hui. » La femme hésita, mais finit par répondre. « Il s'appelle Paul Renaud. Du moins, c'est comme ça qu'il se présente. Il vit seul, il ne parle jamais de sa famille. Mais, elle marqua une pause, il a toujours l'air d'avoir peur de quelque chose. » Étienne et Hugo échangèrent un regard. Peur de quelque chose ou de quelqu'un. A-t-il mentionné quelque chose d'étrange? Insista Hugo. Le pharmacien prit une profonde inspiration. Il a demandé un jour s'il était possible d'acheter des médicaments sans laisser de traces. Il parlait comme s'il cachait quelque chose. Ils le remercièrent et partirent. La nuit était froide, le vent soufflait fort et la ville semblait encore plus petite dans le silence. À ce moment-là, tout convergeait vers une seule conclusion. Paul Renaud n'était pas Paul. Et peut-être ne l'avait-il jamais été. Le 5e jour, alors qu'il suivait l'homme jusqu'au manoir abandonné, un événement inattendu se produisit. L'homme s'arrêta devant la porte, se retourna lentement et fixa du regard l'endroit où Hugo et Étienne se cachaient. Ce n'était pas un regard perdu, ce n'était pas un hasard, c'était comme s'il savait qu'on le suivait. Étienne se figea. Hugo retint son souffle. L'homme fit alors un geste simple, presque imperceptible. Il leva la main et leur fit signe de le suivre. Sans courir, sans parler, sans hésiter, il entra dans le manoir. Étienne sentit son cœur s'emballer. Hugo murmura « Il sait qui nous sommes. » « Où savez-vous ce que nous cherchons ?» conclut Étienne. Et ensemble, ils franchirent le seuil de la porte obscure, sans imaginer qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer, non seulement concernant Julien, mais aussi concernant leur propre disparition. L'intérieur du manoir était plongé dans un silence humide, presque oppressant. Le vieux bois craquelé des murs semblait absorber le moindre son, comme si tout y était figé dans le temps. Étienne s'avança, l'appareil photo en bandoulière, tandis qu'Hugo le suivait de près, une petite lampe torche à la main. L'air était imprégné d'une odeur d'abandon, de poussière, et d'une odeur qui rappelait la rouille. Au bout du couloir, une porte entr'ouverte laissait filtrer une faible lumière. C'est de là qu'ils entendirent la voix, basse, rauque et familière, comme si elle avait très peu servi ces dernières années. « Vous pouvez entrer ». Le cœur d'Étienne s'emballa. Il n'y avait aucun doute, c'était lui. L'intonation, le débit, c'était exactement comme sur les anciens enregistrements de Julien Marchand. Ils poussèrent lentement la porte. À l'intérieur, une pièce rudimentaire, aménagée en refuge, une table avec des papiers éparpillés, un matelas fin, 2 lampes et un sac à dos. Près de la fenêtre, l'homme qu'il suivait depuis des jours se tenait là, observant l'obscurité extérieure. Lorsqu'elle se retourna, la lumière révéla entièrement son visage. C'était Julien. Plus mince, plus âgé, les yeux marqués par d'innombrables nuits. Mais c'était bien lui. Hugo resta sans voix. Étienne sentit sa gorge se serrer. Julien prit une profonde inspiration, le visage grave. « Il t'a fallu un certain temps pour comprendre où j'étais. » Cette phrase les frappa tous deux comme un coup de massue. Ils savaient qu'on l'observait, et plus important encore, ils ne semblaient pas surpris. « Julien !» commença Hugo, incapable de terminer sa phrase. « Tu es vivant !» L'homme disparu esquissa un sourire presque amer. « Je suis vivant, plus ou moins. Tout dépend du point de vue. » Étienne fit un pas en avant, essayant de rester calme. « Pourquoi vous êtes-vous caché pendant 15 ans? Votre famille, vous croyez mort. Toute la France vous a cherché. » Julien détourna le regard, fixant la table encombrée de papiers. «
je sais. Et pendant longtemps, j'ai souhaité qu'il le découvre. Cela aurait été plus simple. Facile pour qui? Insista Hugo. Tu n'as aucune idée de ce que tu as provoqué. Julien resta silencieux pendant quelques secondes avant de finalement s'asseoir en se frottant le visage avec les mains. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne me suis pas enfui, pas de mon plein gré. Les mots résonnèrent lourdement dans l'air. Alors, que s'est-il passé? Demanda Étienne. Julien les regarda avec une expression mêlant peur et honte. J'ai disparu parce que je faisais partie de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Hugo et Étienne échangèrent un bref regard. La tension montait à chaque phrase. Julien a poursuivi. En 2010, alors que j'étais encore étudiant à Lyon, un professeur m'a proposé de rejoindre un groupe de recherche privé. On m'a dit que le projet portait sur les algorithmes avancés, les modèles mathématiques prédictifs et l'analyse comportementale. Cela me semblait une opportunité incroyable. Il esquissa un sourire forcé. Mais ce n'était qu'une façade. « À quoi sert une façade » demanda Hugo. Julien se leva et prit quelques papiers sur la table. C'étaient des rapports, des chiffres, des cartes, tous griffonnés à la main, à des fins de manipulation économique et politique. Il voulait utiliser nos calculs pour prédire et influencer les comportements de masse, marchés financiers, élections, mouvements sociaux. Nous pensions qu'il s'agissait simplement d'une analyse statistique inoffensive. Je n'ai compris que trop tard qu'il préparait quelque chose d'énorme, quelque chose d'illégal. Étienne déglutit difficilement. Et quand vous l'avez découvert, ils vous ont fait taire? Julien fit un léger signe de tête. Ils ont essayé. Il tira sur le col de sa chemise. Il y avait une vieille marque, comme une coupure mal cicatrisée. Ils m'ont kidnappé. Ils m'ont dit que je ne devais jamais révéler ce que je savais. Après une semaine en prison, j'ai réussi à m'évader lors d'un transfert. J'ai franchi les frontières à pied, en autostop, caché. J'étais sûr qu'ils me recherchaient, alors il fallait que je disparaisse complètement. Hugo prit une profonde inspiration, essayant d'absorber toutes les informations. Et aujourd'hui, vous poursuivent-ils encore? Julien hésita avant de répondre. J'en suis presque certain. C'est pour ça que je ne suis jamais resté plus de 6 mois au même endroit. Il regarda par la fenêtre comme s'il s'attendait à voir surgir de l'ombre. Ici, à Villars-sur-Glâne, je pensais enfin pouvoir me reposer. Mais quand vous avez commencé à me suivre, j'ai cru que c'était eux. Nous ne sommes pas vos ennemis, déclara Étienne d'un ton ferme. Nous voulons simplement connaître la vérité. Julien les observa quelques secondes, comme pour décider s'il pouvait leur faire confiance. « Et si je dis la vérité, me promettez-vous de ne rien divulguer immédiatement ?» demanda-t-il. « Ma vie en dépend, et peut-être la vôtre aussi. » Hugo s'approcha. « Nous voulons tout savoir. Ensuite, nous déciderons ensemble de la marche à suivre. » Julien prit une profonde inspiration et leur fit signe de s'approcher de la table. « Je vais donc vous montrer quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. » Il sortit un dossier scellé. À l'intérieur se trouvaient des documents, des codes mathématiques et surtout une vieille photographie d'un groupe d'hommes et de femmes en costume, réunis autour d'une table de conférence. Dans le coin inférieur, une inscription manuscrite « Projet Oracle 2009 ». Étienne eut un frisson. « Qu'est-ce que le projet Oracle exactement ?» demanda-t-il. Julien claqua le dossier. Quelque chose de si dangereux que cela m'a coûté la vie. Et si vous continuez, cela pourrait vous coûter la vôtre aussi. Silence. Le poids de cette révélation semblait emplir l'air froid du manoir. Julien jeta un dernier regard vers la porte, sur ses gardes, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption à tout moment. « Si vous décidez de continuer, dit-il à voix basse, soyez prêts. Ce n'est pas une histoire de disparition. C'est une histoire de persécution. » Hugo et Étienne échangèrent un regard. Ils étaient confrontés à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Le vent fouettait les fenêtres brisées du manoir, tandis que Julien, tendu, serrait la mallette comme si elle était sa seule chance de survie.
Étienne et Hugo se rapprochèrent de la table. Le nom « Projet Oracle » inscrit sur la couverture semblait dégager une gravité invisible, comme un avertissement, une limite à ne jamais franchir. « Noka, avant d'aborder ce sujet, il faut que tu comprennes une chose, » dit Julien d'une voix ferme mais légèrement tremblante. « Je ne me suis pas enfui pour disparaître. Je me suis enfui parce que j'ai découvert quelque chose que des personnes très puissantes ne permettraient jamais de révéler. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il avait besoin de courage pour continuer. Le projet Oracle a débuté en 2009 au sein d'un centre de recherche privé lyonnais, discrètement financé par des hommes d'affaires français et suisses. Officiellement, il s'agissait d'une étude sur les algorithmes prédictifs, mais en réalité, c'était un système de manipulation sociale. Étienne fronça les sourcils. Manipulation, de quoi exactement? Julien ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur la table. Il s'agissait de graphiques, de cartes thermiques, de séquences de code, de rapports au langage technique et surtout d'une série de pages marquées de tampons rouges, confidentiels, niveau 3. L'oracle, poursuivit Julien, était un modèle mathématique capable de prédire le comportement humain avec une précision extrême. Non seulement les tendances de consommation, mais aussi les manifestations, les votes, les flux migratoires, les crises économiques et même les réactions émotionnelles collectives. Les yeux d'Hugo s'écarquillèrent. « Vous voulez dire qu'il voulait prédire l'avenir ? » « Plus que ça, » répondit Julien, « il voulait le modeler. » Le silence qui suivit était dense, presque palpable. Julien désigna du doigt l'un des documents. Ils ont alimenté le système avec des millions de données, réseaux sociaux, relevés bancaires, caméras de surveillance, interactions numériques, absolument tout. Le modèle a dégagé des tendances. Il a découvert comment des actions minimes, en apparence insignifiantes, pouvaient engendrer d'importants changements de comportement. C'était comme maîtriser une tempête avec une simple goutte d'eau. Hugo passa une main sur son visage. Incrédule. Mais c'est illégal, extrême, trop dangereux. Julien était d'accord. Oui, et quand j'ai compris le véritable but, j'ai essayé de partir. C'est là qu'ils ont décidé que j'en savais trop. Il a dévoilé une autre photo, un groupe d'hommes, tous bien habillés, au visage froid comme du marbre. Voici quelques-uns des financeurs, hommes d'affaires, banquiers, politiciens, tous ayant beaucoup à perdre si le projet aboutissait. Et qu'a fait l'oracle ? Demanda Étienne en avalant difficilement sa salive. Julien hésita avant de répondre. Ils ont testé le système en conditions réelles. Cette phrase a fait l'effet d'un coup de poing. Quel genre de test ? Insista Hugo. Julien prit un document séparé, presque jauni, marqué de plusieurs annotations au crayon. En 2010, le modèle prévoyait une réaction sociale spécifique si certaines informations étaient diffusées dans certains quartiers de Lyon. Ils ont créé une situation contrôlée, une rumeur anodine, un article de presse manipulé, une fausse vidéo, et ils ont observé la panique s'emparer de la ville en quelques heures. Étienne sentit son estomac se nouer. « Vous avez participé à ça ?» Julien ferma brièvement les yeux. « Je ne savais pas. Je croyais que ce n'était que des simulations. Je ne l'ai compris qu'en voyant les rues envahies, les gens qui couraient, les magasins qui fermaient et mes calculs imprimés dans le rapport final sous le titre « Résultats concrets ». C'est là que j'ai compris que ce n'était pas de la recherche. C'était une arme. Hugo prit une profonde inspiration. « Et avez-vous confronté quelqu'un ?»« J'ai confronté mon professeur, » répondit Julien avec amertume. « Il m'a dit que, pour prendre le contrôle, il fallait d'abord comprendre le chaos. Après ça, tout s'est effondré. J'ai reçu des menaces voilées. Ils m'ont suivi pendant des jours, jusqu'à ce qu'une nuit, ils m'enlèvent. » Étienne eut un frisson. « Et maintenant, l'oracle existe-t-il encore ?» Julien s'approcha de la fenêtre, observant l'obscurité comme s'il s'attendait à voir apparaître des silhouettes à tout moment. « Ça existe, et c'est plus important que jamais. Le nombre de sponsors a augmenté. La technologie a évolué.
Le système ne se contente plus de prédire, mais il induit aussi des comportements à grande échelle. Il façonne les crises économiques, influence les élections, déforme l'opinion publique avec précision. Le tout à l'insu de tous. Hugo secoua la tête, incrédule. « C'est monstrueux. » « Oui, » répondit Julien. « Et je suis l'une des rares personnes encore en vie à connaître les codes originaux. Je représente une menace directe pour le projet. C'est pourquoi il me traquette encore aujourd'hui. » Étienne toucha les papiers, essayant encore de saisir la profondeur de ce qui se trouvait devant lui. « Et pourquoi nous avez-vous laissé vous retrouver ?» demanda-t-il lentement. « Vous auriez pu vous enfuir à nouveau. » Julien se retourna, les yeux emplis de fatigue. « Parce que je suis fatigué, parce que je ne peux pas me cacher éternellement. Et parce que vous deux possédez quelque chose que j'ai perdu depuis longtemps, la crédibilité et la liberté. Seul je ne suis qu'un homme avec une histoire impossible à prouver, mais avec vous, peut-être y a-t-il une chance de tout révéler enfin. » Hugo croisa les bras. « Mais si nous publions cela, ils s'en prendront à nous aussi. » Julien acquiesça. « Ils arrivent déjà. » Le silence s'assombrit lorsque soudain, un craquement sec retentit à l'extérieur. Tous les regards se tournèrent vers la porte. Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il. Julien éteignit sa lampe torche d'un geste rapide et courut fermer les fenêtres. « Vous les avez trouvés. »« Que voulez-vous dire » demanda Hugo, nerveux. Julien prit son sac à dos et commença à y ranger des documents. « J'ai remarqué aujourd'hui, en rentrant, qu'une voiture noire m'a suivi pendant quelques minutes. J'ai cru les avoir semés, mais s'ils ont suivi mes déplacements, vous étiez aussi dans leur viseur. » Hugo claqua le dossier avec précipitation. « Il faut donc qu'on parte d'ici maintenant. » Julien les fixa intensément tous les deux. « Si vous vous en prenez à moi, il n'y a pas de retour en arrière. Le projet Oracle n'est pas qu'un secret, c'est un empire. Et quiconque tente de le détruire disparaît. » Étienne prit une profonde inspiration. « Nous sommes déjà à l'intérieur, Julien, et nous n'allons pas nous enfuir maintenant. » Julien esquissa un bref sourire, le premier véritable sourire qu'il ait affiché depuis des années. « Alors, préparez-vous, car tout ce que je vous ai dit jusqu'ici n'est que le début. » Le craquement du bois à l'extérieur du manoir semblait résonner éternellement dans l'esprit des trois hommes. Julien, Étienne et Hugo restèrent immobiles quelques secondes, comme si l'air était devenu trop lourd pour qu'ils puissent bouger. Ce fut Julien qui reprit ses esprits le premier. Il s'approcha de la porte à pas feutrés, colla son oreille au bois et retint son souffle. Rien. Pas un seul son, pas une seule voix, pas un seul mouvement, mais cela n'a rassuré personne. « Ils sont là, je le sens », murmura Julien en s'éloignant lentement de la porte. « C'est exactement ce qu'ils font. Ils observent avant d'attaquer. » Hugo déglutit difficilement. Étienne serra le poing, sentant un mélange d'adrénaline et de peur se répandre dans son corps. Julien commença à rassembler documents essentiels, papiers d'emballage, clés USB et cartes dans un vieux sac à dos noir. Chacun de ces gestes trahissait l'urgence, mais aussi une certaine méthode. On aurait dit quelqu'un qui s'était entraîné toute sa vie à fuir. « Il faut passer par derrière », dit Julien. « Devant, c'est toujours un piège. Ils savent qu'on le sait, mais il vaut mieux éviter l'évidence. »« Et avons-nous la moindre chance de sortir sans être vus ?» demanda Étienne, d'une voix basse mais ferme. Julien marqua une pause d'une seconde, fixant intensément Étienne. « Chance ? Oui. Garantie ? Jamais. » Ils sortirent par la cuisine et descendirent un petit escalier qui menait à un patio sombre. Le vent soufflait fort, emportant avec lui le craquement lointain des branches. La lune, partiellement voilée par les nuages, rendait l'atmosphère encore plus lugubre. Julien leur fit signe de le suivre et s'accroupit. Ils s'avancèrent à travers de hauts buissons, évitant racines et pierres. Le silence du lieu semblait amplifié, comme si chaque respiration pouvait trahir leur présence. Lorsqu'ils atteignirent la clôture basse, qui séparait le domaine du manoir d'un petit bosquet d'arbres, Julien s'arrêta brusquement. « La lumière qui sort de la cabane, » dit-il doucement. « Regarde. » De l'autre côté de la propriété, dans une petite cabane abandonnée,
Une faible lumière clignotait, comme si quelqu'un essayait de signaler quelque chose. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pause. 2 autres clignotements. Hugo fronça les sourcils. « Est-ce que ça ressemble à un code ? » ?»« C'est un code, mais ce n'est pas le leur, » répondit Julien. « Ils n'utilisent pas de lumière. Ils s'approchent dans un silence absolu. »« Alors qui ?» commença à demander Étienne, mais il fut interrompu par le bruit soudain de lourds pas venant du côté du manoir. Tout le monde s'est immédiatement baissé. Bruit de gravier, bruit de bottes, voix étouffée. Julien leur lança un regard urgent. « Maintenant, bois, courez !» Ils se levèrent et filèrent vers les bois. Les arbres denses absorbaient une partie du bruit, mais les branches basses leur frôlaient les bras pendant leur course. Leur respiration était haletante, synchronisée avec les battements rapides de leur cœur. À quelques mètres de là, entendant encore le bruit de pas derrière eux, Julien s'arrêta et fixa Étienne et Hugo du regard. « Ils ne tirent pas, dit-il, essoufflé. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas nous atteindre ici. Ils veulent nous suivre. »« Pour voir où nous allons ?» demanda Hugo. Julien acquiesça. « Ou pour nous piéger plus loin sur la route. » De là, ils marchèrent rapidement, sans courir. La poursuite semblait plus psychologique que physique. Le moindre bruissement de feuilles, le moindre mouvement de branches sous le vent semblait trahir la présence d'une personne trop proche pour être le fruit du hasard. Lorsqu'ils eurent enfin quitté les abords du manoir et atteint le chemin de terre où était garée la voiture d'Étienne, Julien s'arrêta de nouveau. « Nous ne pouvons pas utiliser votre voiture, » a-t-il dit. « Ils l'ont probablement déjà localisée. »« Et que me conseillez-vous ? Marcher jusqu'à Paris ?» rétorqua Hugo épuisé. Julien esquissa un faible sourire. « Non, j'ai un moyen de transport sûr et discret. Mais il nous faudra y aller à pied. Combien de kilomètres ? » demanda Étienne. « 2, 3 au maximum. » Tous trois poursuivirent leur chemin sur la route obscure. La nuit semblait plus silencieuse qu'elle n'aurait dû l'être, comme si elle retenait son souffle avec eux. Après quelques minutes de marche, ils commencèrent à percevoir un son métallique et rythmé. Julien leva la main demandant le silence. Écoutez, c'était un moteur, lointain, mais qui se rapprochait. Julien leur jeta un rapide coup d'œil. Dans les bois, maintenant. Ils se fondirent dans la végétation au bord de la route, se cachant derrière un grand buisson. La voiture passa lentement, phare éteint. La vapeur blanche qui s'échappait du pot d'échappement indiquait qu'elle était froide. C'était un SUV noir. Aucune plaque d'immatriculation visible, aucun bruit autre que celui du moteur. « C'est eux », murmura Julien d'une voix rauque. Lorsque le SUV a disparu, Julien a attendu 1 minute de plus avant de faire signe de repartir. Ils marchèrent d'un pas rapide jusqu'à une petite grange abandonnée, partiellement dissimulée par des arbres et de la végétation. Julien entra le premier et inspecta les lieux à l'aide d'une petite lampe torche. Puis, il appela les 2 autres. « C'est clair. Entrez. » À l'intérieur de la grange, sous une pile de bâches, se trouvait une moto robuste, adaptée à une utilisation tout-terrain, et 2 motos de trail haute endurance. « C'est comme ça que je me déplace depuis quelques années, » expliqua Julien. « Ils savent repérer les voitures, mais les vélos, les motos tout-terrain, c'est plus difficile. » Étienne observa le véhicule avec attention. « Où allons-nous maintenant ?» Julien prit une profonde inspiration. « À Lyon. C'est le seul qui puisse prouver tout ce que je lui ai dit, le seul à posséder suffisamment de documents pour faire tomber l'oracle. Et s'ils s'en prennent à nous, et ils le feront, nous devons les devancer. » Hugo s'avança. « Qui est cet homme ?» Julien passa son sac à dos sur son épaule, l'air sombre. Quelqu'un qui devrait être mort. Le silence qui suivit n'apporta aucune réponse. Seulement davantage de questions, et une urgence accrue. La route vers Lyon commençait étroite et silencieuse, éclairée seulement par la faible lueur de l'aube. Julien accéléra sur sa moto, tandis qu'Étienne et Hugo pédalaient juste derrière, maintenant un rythme mêlant détermination et épuisement. Le froid de l'aube française transperçait l'air, rendant chaque respiration plus lourde, mais personne n'hésitait.
Chaque kilomètre parcouru semblait porter le poids de 15 années de questions sans réponse. Le paysage rural se transforma peu à peu. De temps à autre, un panneau rouillé apparaissait au bord de la route, signalant de petits villages ou des fermes isolées. Le silence qui régnait entre eux n'était pas qu'une simple stratégie, c'était une profonde réflexion, chacun assimilant à sa manière ce qu'il avait découvert. Et pourtant, quelque chose de nouveau flottait dans l'air, une énergie différente, une tension qui se muait lentement en un but. Lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau étroit pour boire et reprendre leur souffle, Étienne s'assit sur un rocher, observant l'eau couler. Son visage était marqué par la fatigue, mais aussi par quelque chose de plus profond, une détermination dont il ne se souvenait pas lui-même. « Je ne pensais pas aller aussi loin », avoua-t-elle en posant ses coudes sur ses genoux. « Quand j'ai commencé à te chercher, Julien, je voulais juste savoir si tu étais en vie. » Julien coupa le moteur de la moto et s'assit à côté de lui. « Et maintenant que vous le savez ?» Étienne mit quelques secondes à répondre. « Maintenant, je veux terminer ce que nous avons commencé, même si je ne savais pas que je commençais quoi que ce soit. » Julien esquissa un sourire fatigué. « Voilà du courage, pas de la peur. »« Non !» répondit Étienne en secouant la tête. « C'est aussi de la peur, mais j'apprends à la maîtriser. » Ces mots résonnèrent en Julien. Il observa son frère quelques secondes, comme s'il apercevait un fragment de quelque chose de perdu, la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'était pas devenu un fantôme. Et, pour la première fois depuis longtemps, Julien se permit d'éprouver de la fierté pour son frère. Hugo, assis un peu plus loin, ajustait son sac à dos tout en écoutant attentivement. L'interaction forcée avec Julien ces dernières heures avait complètement transformé sa perception de l'homme. Le ressentiment initial avait fait place à une curiosité presque douloureuse. Comment quelqu'un pouvait-il survivre 15 ans à la poursuite d'une organisation secrète? Julien se leva le premier. « Allons-y. » Nous sommes encore à quelques kilomètres du point de rendez-vous. La route commença à grimper, pénétrant dans une région montagneuse. L'air se refroidissait et le vent se renforçait. Hugo pédalait avec difficulté et Julien ralentissait la moto pour le suivre. C'est alors qu'Étienne réalisa quelque chose. « Julien, tu ne te contentes pas de fuir, tu montres la voie, presque comme si tu avais déjà emprunté ce chemin auparavant. » Julien ne répondit pas immédiatement. La route serpentait entre les arbres gris et la lumière filtrant à travers les feuilles projetait des ombres mouvantes sur le sol. « Oui, » dit-il finalement, « je suis passé par ici il y a de nombreuses années, quand je pensais avoir trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider. »« Et vous l'avez trouvé ?» demanda Hugo. Julien prit une profonde inspiration. Pas comme je l'imaginais, mais il a laissé des indices, des informations, et l'un de ces indices mène à l'homme qui est encore en vie. Étienne remarqua quelque chose de différent dans la voix de Julien, quelque chose entre la culpabilité et l'attente. Qui est cet homme? Julien ne se retourna pas. Il continua simplement à marcher, fixant intensément la route étroite. « Mon mentor », répondit-il. « Il m'a formé à mes débuts et il a disparu avant moi. » Le silence qui suivit n'était pas pesant, mais dense, chargé d'émotions. Étienne sentait qu'il expliquait beaucoup de choses sur la façon dont Julien se déplaçait. Toujours sur ses gardes, toujours sur le qui-vive, toujours à l'affût d'une issue de secours. Le soleil était déjà levé lorsqu'ils atteignirent le sommet d'une colline dominant un petit village. Des maisons en pierre, une place centrale simple et une église dont le clocher se dressait comme un doigt pointant vers le ciel. « C'est par là, » dit Julien. Le contact vit dans ce village. Mais il y a des conditions. « Dans quelles conditions ?» demanda Hugo en ajustant son sac à dos. Julien est descendu de la moto et a enlevé son casque. Il ne fait confiance à personne qui n'a jamais été confronté à une véritable épreuve. Pour lui, le courage se mesure aux actes, non aux intentions. Alors, avant qu'il ne nous accepte, nous devrons prouver que nous avons mérité d'être là. L'expression d'Hugo se durcit. Le prouver comment? Nous n'avons pas le temps pour les rituels. Julien esquissa un sourire. Ce ne sont pas des rituels, ce sont des choix.
Ils descendirent la route vers le village, qui semblait endormi. Peu d'habitants étaient dans les rues, et cette tranquillité contrastait fortement avec le chaos silencieux qui les avait accompagnés depuis la nuit précédente. Au centre de la place, un vieil homme nourrissait des pigeons. Il leva les yeux lorsque Julien s'approcha. « Te revoilà », dit-il avec un fort accent régional. « J'ai dit que je reviendrais », répondit Julien, en inclinant respectueusement la tête. Le vieil homme observait attentivement Étienne et Hugo, comme s'il analysait des couches invisibles en chacun d'eux. « Ces deux-là comprennent-ils le poids du voyage ?»« Ils en savent assez, » répondit Julien. « Mais ils veulent en savoir plus. » Le vieil homme hocha la tête, mais son expression se durcit. Que chacun réponde donc. Pourquoi continue-t-il d'avancer, même en sachant que la vérité pourrait détruire tout ce qu'ils connaissent? Hugo fut le premier à prendre la parole, car découvrir la vérité et abandonner à mi-chemin est pire que de ne jamais l'avoir cherchée. Étienne prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai besoin de comprendre ce qu'ils ont fait à mon frère et à l'homme qu'il est devenu. » Le vieil homme se tourna vers Julien. « Et toi ?» Il hésita un instant, puis à voix basse, il dit « Parce que j'en ai marre de fuir quelque chose qui n'est pas plus grand que moi. » Le regard du vieil homme s'adoucit, comme si cette réponse était exactement celle qu'il espérait. « Je peux alors vous conduire à l'homme que vous cherchez, » déclara-t-il, « mais sachez qu'il n'est plus le même, tout comme vous non plus. » Le trio échangea des regards silencieux, non pas de peur mais de reconnaissance. Ils avaient changé, ils étaient en train de changer, et ils changeraient encore davantage. Le lendemain matin, le ciel était lourd à Saint-Malo. Un épais brouillard enveloppait le port, donnant aux mâts des bateaux l'apparence d'ombres allongées et immobiles, comme prises entre ciel et mer. La ville, qui d'ordinaire s'éveillait aux effluves de pain frais et au murmure des pêcheurs, semblait retenir son souffle. On aurait dit que chacun pressentait, sans le savoir, qu'un événement décisif allait se produire. Camille quitta la maison tôt, n'ayant quasiment pas dormi. La conversation avec Étienne résonnait encore dans sa tête. La lettre, la signature tremblante, le symbole discret dans le coin inférieur, deux petits traits qui se croisaient comme une encre stylisée. C'était là, le seul indice concret de la disparition d'Adrien en 15 ans. Et c'était aussi le plus énigmatique. Elle franchit le portail du Café Les Voiles, sans s'attendre à le trouver ouvert. Mais Claire arrivait toujours avant l'aube. Et comme prévu, elle était là, en train de ranger les chaises, se versant un café bien serré, tout en consultant mentalement le menu du jour. Lorsqu'elle vit Camille entrer, elle haussa un sourcil fatigué, mais sans surprise. « Vous avez des nouvelles ?» dit-il sans embâge. Camille prit une profonde inspiration et déposa l'enveloppe sur le comptoir. Claire ne la toucha pas, se contentant de l'observer avec la même révérence qu'on éprouve pour une vieille blessure. « Je ne voulais pas t'impliquer, » commença Camille. Mais Claire leva la main pour demander le silence. « Je suis impliquée dans ce domaine depuis 15 ans. Montrez-moi. » La chercheuse a retiré la lettre avec précaution, comme s'il s'agissait d'un artefact archéologique. L'écriture irrégulière, le papier jauni, la légère odeur d'air marin, tout semblait évoquer Adrien, mais aussi quelque chose qui clochait. « Est-ce lui qui a écrit ça ?» demanda Claire. Camille hésita. « Je ne suis pas sûr. Mais le symbole, il me semble bien que je l'ai déjà vu quelque part. » Les deux hommes échangèrent un regard, comme s'ils réalisaient au même moment qu'un fil ténu était en train de dénouer toute une intrigue. La route oubliée Saint-Malo était une ville pleine d'histoires méconnues, et l'une d'elles concernait un groupe de marins retraités qui avaient entretenu pendant des décennies un petit club nautique informel dans le vieux port. On l'appelait le La Sentinelle. Il n'y avait ni enseigne, ni site web, ni documents officiels, juste un abri en bois et une porte toujours entr'ouverte. Le symbole sur la carte, une encre stylisée. « Je l'ai vue dans leur remise », dit Claire d'un ton sévère. « Elle est tout au fond, peinte sur un vieux tonneau, je n'ai jamais compris pourquoi. » Camille sentit son estomac se nouer. Elle connaissait l'endroit. C'était là qu'Adrien aimait aller pour échapper à la pression des études.
Il disait que c'était le seul endroit de la ville où ils pouvaient respirer le monde. Sans perdre de temps, ils se dirigèrent vers le port. Le brouillard était encore épais et les mouettes criaient parmi les bateaux ancrés. La porte du hangar était verrouillée, ce qui était étrange, car la sentinelle, il n'a jamais été verrouillé. Camille essaya la poignée de porte. Rien. Claire regarda autour d'elle et prit une profonde inspiration. Si quelqu'un se plaint, j'assumerai la responsabilité. Et il sortit une clé universelle qu'il gardait pour les urgences. Quand la porte s'ouvrit, une odeur salée, mêlée à celle du bois humide, emplit l'air. L'endroit était étrangement silencieux. Les pots suspendus ne tintaient pas. La vieille radio qui diffusait toujours du jazz était éteinte. Camille se dirigea vers l'arrière, et là, elle était là, le baril bleu orné du symbole. La même encre stylisée, mais avec un détail en plus, une marque circulaire, comme si un objet y avait été déposé à plusieurs reprises. « Je cherche quelqu'un », murmura Camille. Claire approcha une lampe de poche et découvrit de petites fibres métalliques sur le bord. « On dirait qu'ils ont fixé quelque chose ici », dit Claire. « Une sorte d'appareil, ou peut-être un émetteur. » La chercheuse sentit son adrénaline monter en flèche. La lettre, le tonneau, le symbole... Ce n'était pas un hasard. Un bruit à l'étage. Le hangar possédait un étroit étage, accessible par un escalier raide. Il était rarement utilisé, si ce n'est pour entreposer du vieux matériel. Le silence y était tel que Camille n'y prêtait presque pas attention. Mais un léger bruit, comme le craquement du bois sous le poids d'une personne, la fit sursauter. Elle leva la main demandant à Claire de faire silence. Le bruit se fit de nouveau entendre, des pas, puis un autre, lent, prudent. Les deux jeunes femmes grimpèrent ensemble, le cœur battant la chamade. Arrivées au sommet, Camille remarqua que la poussière avait été soulevée, des cartons avaient été déplacés, des vêtements, récemment fouillés dans la maison, gisaient là aussi. Et Claire a alors pointé du doigt, mais sur une boîte de pêche, il y avait une autre enveloppe. Identique à la première, jaunie, scellée, avec le même symbole. Camille ramassa l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Lorsqu'il l'ouvrit, il n'y avait qu'une seule phrase écrite de la même écriture irrégulière. « Tu es arrivé à temps, mais pas pour me rencontrer. » Le sol semblait disparaître sous ses pieds. Claire retint son souffle. Est-il vivant? Camille ferma les yeux un instant. La phrase ne disait pas qu'il était mort. Elle ne disait pas qu'il était en danger. Mais elle ne disait pas non plus où il se trouvait. C'était un message, et plus encore, un avertissement. Elle passa son doigt le long du bord du papier. Il était humide. Cette lettre a été déposée ici, très récemment. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Alors, qui que ce soit qui soit ici, et peut-être encore là, au port. Peut-être en train d'observer, les deux femmes coururent vers l'étroite fenêtre. Le brouillard empêchait de voir au-delà de quelques mètres, mais une silhouette se déplaçait entre les bateaux, presque imperceptible, une silhouette masculine, vêtue d'un manteau sombre et d'une capuche. Camille sentit son cœur se glacer. « Adrien ?» La silhouette tourna le visage vers le hangar, mais le brouillard enveloppa tout avant qu'il ne puisse distinguer d'autres détails. Puis, elle disparut parmi les bateaux. Lorsqu'ils sont descendus dans la rue, il n'était plus là. Aucun bruit, aucune trace, aucun indice autre que la lettre qui venait d'être ouverte. Et puis Camille réalisa quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. Un numéro figurait dans le coin inférieur du message, petit, presque invisible. 03. Elle déglutit difficilement. Voici la deuxième lettre. Claire la fixa du regard. Il y en a donc une troisième. Et c'est probablement la plus importante. Le silence entre les deux devint pesant, chargé d'une certitude. Les recherches étaient loin d'être terminées. En réalité, elles ne faisaient que commencer. Le port de Saint-Malo était encore enveloppé de brouillard lorsque Camille et Claire quittèrent l'entrepôt. La sentinelle, la lettre marquée 03, brûlait dans les mains de Camille, non seulement à cause de son contenu, mais aussi à cause de la troublante certitude qu'Adrien était passé quelques minutes auparavant, peut-être en train d'observer, peut-être de tester, peut-être de craindre quelque chose qu'il ne comprenait pas encore.
Des mouettes criaient au-dessus de nos têtes, tournoyant comme si quelque chose avait été dérangé. La ville semblait plongée dans un silence pesant, et chaque pas résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Claire ajusta son manteau pour se protéger de la fraîcheur humide du matin. « Si c'est la troisième carte, dit-elle d'un ton tendu, nous avons désespérément besoin de la deuxième. » Camille glissa l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste et réfléchit aux possibilités. Les lettres avaient été déposées à des endroits qui avaient du sens pour Adrien. Des lieux où il avait passé du temps, où il avait parlé à des gens, où il s'était senti en sécurité ou libre. La première lettre était apparue dans l'ancienne maison d'Étienne, son mentor. La troisième était à La Sentinelle, votre havre de paix. Mais où se trouverait le second? Et pourquoi le chiffre 3 précède-t-il le chiffre 2? L'absence de la lettre du milieu était plus qu'un simple vide. C'était un message. Adrien traçait un chemin qu'il fallait suivre dans le bon ordre. Claire regarda Camille. « Je crois savoir où chercher, mais ça ne va pas vous plaire. » Camille fronça les sourcils. « Où ?»« Le phare de Grand B, le phare où tout a commencé. » Grand B était une petite île, accessible à pied uniquement à marée basse. Le phare, désactivé depuis des décennies, était le symbole silencieux de la rébellion d'Adrien. À 17 ans, il avait insisté pour y entrer une nuit, disant vouloir voir la ville du point de vue le plus authentique. C'est Camille qui l'avait trouvé des heures plus tard, assis au sommet, contemplant l'océan, comme s'il lui dévoilait des réponses invisibles. Le phare fut le lieu où Adrien affronta ses doutes. Et c'est peut-être là, à cet instant précis, qu'il avait dissimulé son indice le plus important. Les deux femmes traversèrent l'étroit pont qui reliait la rive basse à l'îlot. Le vent soufflait fort, faisant claquer le manteau de Camille. Le ciel, encore opaque, semblait tout accablé. En approchant du phare, ils remarquèrent que la grille en fer était entr'ouverte. Claire leva les yeux méfiante. On ne laisse jamais cette porte ouverte. Camille sentit son cœur s'emballer. Il était là, ou quelqu'un l'était. Ils entrèrent. L'odeur de rouille et de sel était intense, et le bruit des vagues se brisant sur les rochers résonnait dans la structure vide. Le phare n'était plus qu'un escalier en colimaçon en ruine, menant au sommet, où la vieille lanterne demeurait intacte, bien qu'inutilisable. Ils grimpèrent lentement, chaque marche grinçant. Au milieu de l'escalier, Camille s'arrêta brusquement. « Attendez, vous avez entendu ça ?» Claire retint son souffle. Mais il n'y avait rien d'autre que le bruit de la mer. Ils continuèrent leur ascension. La pièce circulaire était vide, à l'exception d'une vieille table en bois appuyée contre le mur. Un petit objet attira leur attention, une carte pliée, maintenue par une pierre. Le bord était jauni, mais moins que la carte elle-même. Claire s'avança. Ce n'est pas la lettre numéro 2. Camille s'approcha et déplia soigneusement le papier. Ce n'était pas vraiment une carte, mais plutôt une feuille de papier marquée de lignes, de flèches et de symboles. Cela ressemblait à un labyrinthe, ou plutôt à un chemin. Au centre, il y avait une phrase écrite à la main. « Avant de trouver la vérité, trouvez la raison. » Claire murmura. « C'est presque une énigme. » Camille examina le dessin. C'était une carte du port de Saint-Malo, mais avec des détails qu'on ne trouvait pas sur les cartes ordinaires. L'itinéraire indiqué passait par 3 lieux connus, la Sentinelle Grand-Père B et la maison d'Adrien, désormais abandonnée depuis des années. Mais il y avait un 4e point marqué d'un cercle rouge, l'ancienne station de radio maritime, un bâtiment oublié à l'extrémité nord du port, désactivé lorsque les systèmes numériques ont pris le relais de la navigation. « Il veut qu'on suive ça », dit Camille, partagée entre la peur et l'urgence. Claire hocha la tête, mais son regard était fixé sur quelque chose que Camille n'avait pas encore remarqué. Dans le coin inférieur de la carte, presque invisible, figurait un autre nombre. 02. La deuxième lettre n'était pas une lettre du tout, c'était la carte. Camille sentit l'air quitter ses poumons. Ses instructions sont maintenant claires. Il voulait que nous voyions cela avant de lire la 3e lettre. Claire regarda autour d'elle, mal à l'aise. Mais si la lettre 3 était dans la remise et que la lettre 2 est ici,
Il s'attend donc à ce qu'on aille jusqu'au 4e point, a ajouté Camille. La station de radio. Le visiteur silencieux. Alors qu'il commençait à descendre les escaliers, l'air à l'intérieur du phare changea. C'était subtil, presque imperceptible, mais l'instinct de Camille, affûté par des centaines d'enquêtes, s'est déclenché. Il y avait quelqu'un. Claire toucha l'épaule de Camille, signifiant le silence. Les deux hommes se dirigèrent lentement vers le hall d'entrée. Le bruit de la marée montante résonnait comme le tic-tac d'une horloge. Et alors ils virent. La porte, qui était auparavant entr'ouverte, était désormais fermée. Le visage de Claire perdit momentanément toute couleur. L'a-t-il verrouillé? Camille s'est approchée de la porte et a vérifié la poignée. Il était déverrouillé, mais quelqu'un l'avait fermé pendant qu'ils étaient à l'étage. Ils ouvrirent lentement la porte. La marée commençait déjà à monter, recouvrant une partie du passage du retour, et il y avait des empreintes de pas sur les 3 sentiers, récents, frais. Mais quelque chose clochait. Les empreintes allaient dans la direction opposée. Quelqu'un se dirigeait vers le phare, au lieu de le quitter. Quelqu'un qu'ils n'ont pas vu se lever. Quelqu'un qui pourrait encore se cacher parmi les rochers. « Est-ce qu'il se moque de nous ?» murmura Claire. Camille secoua la tête. « Non. Adrien essaie de rester en vie. Et celui qui nous suit sur cette piste, ce n'est pas lui. » Ils traversèrent le passage en courant avant que l'eau ne les isole sur l'îlot. Une fois à terre, Camille se retourna pour contempler une dernière fois le phare. Tout en haut de la structure, près de la fenêtre circulaire, une silhouette sombre se déplaçait. J'observe. Calme. Propriété. Mais lorsque Camille cligna des yeux, la silhouette disparut. La vérité approche. Carte en main, ils se hâtèrent vers le nord. La station de radio n'était pas loin, mais suffisamment isolée pour que personne ne s'en approche sans raison. Tandis qu'ils marchaient, Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, la sensation qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer, pas seulement à propos d'Adrien. Mais que s'est-il réellement passé il y a 15 ans? Et qu'est-ce qui essayait de les empêcher de le découvrir? Devant eux, le bâtiment abandonné commença à émerger du brouillard, gris, silencieux, oublié, mais Camille le savait. À l'intérieur, la vérité attendait. Et peut-être n'attendait-elle pas seule. L'ancienne station de radio maritime se dressait devant eux telle une géante endormie. Le bâtiment, recouvert de dalles rouillées, semblait receler des décennies de silence et de messages oubliés. Le vent s'engouffrait par les fissures des fenêtres, produisant un sifflement continu, presque humain, comme un avertissement. Camille et Claire s'approchèrent prudemment. La carte indiquait que la 4e partie de la séquence se trouverait là, et peut-être Adrien. En marchant, Camille remarqua des marques fraîches dans la poussière, des empreintes de pas, des traces de frottement, quelque chose de trop récent pour un lieu abandonné depuis 20 ans. « Il est là !» murmura Claire, sans même en être convaincue elle-même. Camille prit une profonde inspiration. Ou alors, quelqu'un était là avant nous. Ils poussèrent la porte rouillée qui grinça longuement. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par la lumière filtrant à travers les fenêtres brisées. De vieilles tables, des radios démontées et des documents maritimes jonchaient le sol, comme si le temps avait passé sans prévenir. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Au centre de la pièce principale, sur une table propre, reposait une enveloppe blanche. À côté, une vieille radio portable, allumée, ne diffusait que des grésillements. Claire serra la main de Camille. « C'est à lui. Ça ne peut être que lui. » Camille ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, elle ne trouva qu'une seule phrase écrite de la main ferme d'Adrien. « La vérité ne me libérera pas. Mais peut-être vous libérera-t-elle. » Avant que je puisse réagir, un bruit retentit au fond de la pièce. Des pas, rapides et déterminés. Camille sortit sa lampe torche et la pointa vers la source du bruit. Une porte latérale claqua contre le mur. Claire courut vers elle, mais le couloir était déjà vide. L'intrus avait pris la fuite. Camille et Claire suivirent le bruit de pas jusqu'à la cour extérieure, où seule une ombre apparut un instant avant de disparaître dans le passage latéral menant au quai. La poursuite dura moins d'1 minute. Arrivés sur place,
Elles ne trouvèrent qu'un manteau abandonné et des traces de pneus fraîchement formés menant vers la route. « Nous l'avons perdu », murmura Claire. Camille serra la lettre entre ses doigts, sentant la frustration lui nouer l'estomac. Non, il a laissé exactement ce qu'il voulait laisser. Ils retournèrent dans la pièce principale. Camille alluma la vieille radio, tâtonna le bouton et remarqua quelque chose de dissimulé dans les grésillements. Un court enregistrement, presque imperceptible. Elle ajusta les fréquences jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre, faible mais suffisamment distincte pour être reconnue, avec la voix d'Adrien. « Si vous avez trouvé ceci, alors vous savez que je ne peux pas faire demi-tour. Pas encore. Pas tant que quelqu'un me suit, pas tant que ce que j'ai découvert reste si dangereux, mais je suis vivant et j'essaie de vous joindre tous. » L'enregistrement audio s'est arrêté brusquement, comme s'il avait été coupé. Claire porta sa main à sa bouche. Il veut être retrouvé. « Oui, » répondit Camille, « mais pas pour n'importe qui. » La radio émit un dernier grésillement, une ultime interférence. Entre les ondes, Camille crut entendre une autre voix, plus grave, plus proche, mais impossible de la déchiffrer. Quelqu'un était là quand Adrien avait laissé le message, quelqu'un qui avait maintenant disparu dans le brouillard. Ils ramassèrent l'enveloppe, la radio et la carte. En quittant la gare, le vent se leva, soulevant la poussière et faisant claquer les portes. L'impression d'être observé s'intensifia, mais il n'y avait personne en vue. Au sommet de la falaise, avant de redescendre vers la route, Camille jeta un dernier regard en arrière. La station de radio, immobile et silencieuse, ne ressemblait pas seulement à un lieu abandonné. Cela semblait être un point de départ. « Il est vivant », déclara Camille, plus pour elle-même que pour Claire. « Et maintenant, nous savons qu'il n'a pas simplement disparu. Il a fui quelque chose. La question est, » poursuivit Claire en ajustant son manteau, « de qui avez-vous fui ?» Camille ne répondit pas. Le vent charriait une forte odeur de mer et de rouille, et pendant un instant, elle crut entendre à nouveau le grésillement de la radio, murmurant son nom. En descendant la falaise, la carte pliée dans sa poche et le message résonnant encore dans sa tête, Camille savait que rien n'était fini. Ce qu'ils avaient trouvé n'était pas la vérité, mais sa trace, et quelqu'un, quelque part, essayait de l'effacer. L'histoire d'Adrien était loin d'être terminée. Mais pour la première fois en 15 ans, ils étaient plus proches que jamais. Des mois plus tard, dans un petit café au bord de la Seine, Camille feuilletait à nouveau la carte d'Adrien. Les lignes, jadis énigmatiques, formaient désormais un chemin clair, un itinéraire qu'il avait délibérément laissé inachevé. Claire arriva précipitamment, portant une lettre fraîchement déposée sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule photo, Adrien, de dos, traversant une gare européenne. Au verso, une courte phrase. « Ce n'est pas encore sûr, mais j'y suis presque. » Camille sourit pour la première fois depuis longtemps. Cette disparition ne restera plus un mystère figé. La recherche s'intensifiait, et elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. Si cette histoire a captivé votre attention, imaginez combien d'autres vérités restent encore à découvrir. Partagez et abonnez-vous à la chaîne. Cette histoire s'adresse à tous ceux qui apprécient les véritables mystères, les rebondissements et les enquêtes qui défient les apparences. Chaque commentaire, opinion ou théorie peut ouvrir de nouvelles perspectives et peut-être révéler des indices passés inaperçus. Si vous souhaitez suivre d'autres histoires de ce genre, poursuivre le voyage ou suggérer de nouvelles pistes narratives, n'hésitez pas à participer. Son implication maintient vivante la quête de la vérité, même lorsqu'elle s'obstine à se cacher dans l'ombre. Et maintenant, dites-moi, à votre avis, qu'est-il arrivé à Adrien ?